toutes et à tous. Bienvenue aux rencontres des presses universitaires des Antilles. Je suis Bernard Guénaud, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Éric Noël, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université des Antilles, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Être noir en France au XVIIIe siècle ». Donc, Monsieur Noël, si vous pouvez vous présenter. Je voudrais d'abord remercier le professeur Bernard Guénaud de cet accueil et de bien vouloir me présenter. Je voudrais aussi remercier le musée Carnavalet qui nous accueille, puisque nous sommes dans une salle particulière d'un musée parisien dans laquelle sont exposées notamment des œuvres en lien avec ce sujet, Être noir en France au XVIIIe siècle. Alors, Éric Noël, je suis effectivement professeur d'histoire moderne à l'Université des Antilles et enseigne en particulier ces questions liées à cette spécificité, cette présence des Noirs en France, qui est donc l'objet de cette étude que je réédite cette année, puisque c'est un ouvrage qui est dans une réédition 20 ans après sa première publication. Alors effectivement, il y a 20 ans tout juste que sortait cette première édition, qui était elle-même, je crois, issue de votre thèse. Tout à fait. Et par rapport à cette première édition, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les modifications éventuellement qu'il y a eu? J'ai vu que l'architecture de l'ouvrage est à peu près la même, mais sur le fond, est-ce qu'il y a des approches différentes ou pas? Alors, il y a eu effectivement des changements, tout simplement parce qu'en 20 ans, l'approche de cette question a beaucoup évolué. Je me permets de dire qu'il y a une vingtaine d'années, nous étions peu nombreux à étudier cette question de la présence des Noirs, des gens de couleur en France. C'était surtout des historiens américains qui étaient intéressés, Pierre Boulle de l'Université McGill à Montréal ou Sue Peabody de l'Université de Washington, mais assez peu en France d'historiens s'étaient intéressés à cette question qui était sensible sur le plan universitaire d'ailleurs, parce que dans un contexte d'après-décolonisation, toucher à la question des minorités de couleur, entre guillemets, en France, pouvait être sensible. Et donc, j'avais été dans les premiers à faire cette approche sous un angle démographique à l'époque. Et depuis une vingtaine d'années, beaucoup d'historiens français et de jeunes historiens, de chercheurs, se sont penchés sur cette question dans un contexte qui a changé. Aujourd'hui, le paysage social est devenu très différent et ces questions sont abordées de façon autre. La sémantique même de l'ouvrage a été un petit peu modifiée, précisément parce qu'on ne parle plus dans les mêmes termes. Dans les années 2000, on parlait encore des noms blancs et aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe un petit peu plus difficilement, donc je tenais compte d'un certain nombre d'évolutions. Et naturellement, du point de vue historiographique, d'autres auteurs sont intervenus depuis. Alors, des auteurs qui peuvent être français. Julie Duprat, par exemple, à Bordeaux, a fait un travail magnifique sur la présence des Noirs à Bordeaux et en Aquitaine. On peut signaler aussi Michael Augeron à l'université de La Rochelle, qui a travaillé sur les Noirs à La Rochelle et en Aunis, et d'une façon plus large en Europe, puisque Olivette Otellet a fait un travail d'approche pour l'Angleterre et même pour l'Europe de l'Ouest. Julia Bonazza sur les Noirs en Italie. Donc aujourd'hui, on a une connaissance beaucoup plus poussée de cette question, tant au niveau de la France elle-même qu'au niveau donc des pays voisins. Et j'ai tenu compte effectivement de ces travaux, donc mis à jour la bibliographie, cela s'imposait, et puis revu certains chapitres, effectivement. L'architecture du livre est restée la même, mais cette architecture qui aborde successivement la vision du noir, puis la réalité du noir en France, et enfin cette question à l'épreuve de la Révolution française, a été abordée avec en particulier une révision de l'approche de la vision du noir, la conception, comment il était regardé dans la société, tout ça a fait l'objet d'une mise à jour nécessaire. En revanche, la partie démographique n'a pas fait l'objet de changements dans la mesure où il y avait une base de statistiques que j'avais déjà maîtrisée et qui alimente les tableaux, les graphiques, les cartes autour de cette population. Alors, un mot sur la méthode, peut-être, sur l'écriture aussi, qui est particulièrement intéressante dans la mesure où il y a une articulation entre les données démographiques globales et puis les études de cas.
c'est-à-dire à chaque fois donc donner de la chair en quelque sorte à l'étude et donner donc des parcours individuels. Dans la mesure où ce qui m'intéresse beaucoup justement, c'est cette approche individuelle pour redonner un peu de vie à ces gens dans l'optique justement d'un autre ouvrage que vous avez qui est tout à fait important pour les chercheurs, qui est le dictionnaire des gens de couleur en France. Tout à fait. Effectivement, là, il y a même une double approche, je dirais. Alors, sous cet angle, j'étais effectivement parti d'une base de statistiques que j'ai constituée, alors qui peut sembler assez, je dirais, ennuyeuse quelque part. Il s'agissait de dépouiller des séries, les passagers qui arrivent des îles en France, et donc les comptabiliser. Hein. Les registres de l'Amirauté de France, c'est-à-dire ce qui serait l'équivalent de ce que fait une préfecture de police aujourd'hui, enregistrer les gens qui viennent en France, l'état civil ancien, les actes des notaires. Hein, et donc, tout ça a fait l'objet d'un travail statistique assez sec quelque part, mais indispensable pour pouvoir quantifier ces 4 à 5 000 personnes de couleur en France à la fin de l'Ancien Régime, puisque c'est le chiffre que l'on peut donner. Une vingtaine de mille ont dû passer. Alors, effectivement, j'ai construit depuis cette époque un dictionnaire des gens de couleur, et quand je dis je dois dire surtout que j'ai rapproché 35 enseignants-chercheurs pour faire véritablement, non pas une approche des Noirs et gens de couleur à un moment donné, avant la Révolution, mais sur toute la période moderne, c'est-à-dire véritablement reprendre les mêmes sources, mais depuis la période du premier arrivé, si on peut dire, jusqu'à la Révolution française qui marque une première rupture. Et là, on est passé de 5 000 à 20 000 personnes qui sont parfois restées quelques mois, quelques années ou plus longtemps. Je remercie au passage Bernard Guénaud d'avoir participé à ce travail puisque j'ai sollicité des chercheurs spécialisés, chacun dans un aspect qui pouvait toucher à la question. Alors cela a permis effectivement de grossir la connaissance en termes de chiffres. Et puis il y a effectivement la question de ces parcours individuels. Et c'est un petit peu comme des comètes dans le ciel des Lumières, je dirais, parce que on connaît des noms, le Chevalier de Saint-Georges, Alexandre Dumas, pour ne citer que les plus connus, et il était important de les restituer par rapport à cette histoire, montrer que justement, au milieu de ces parcours lambda, c'est-à-dire des hommes, surtout des hommes jeunes, des femmes aussi, moins nombreuses, mais tout de même, qui exerçaient des petits métiers, ils étaient amenés en France pour être domestiques, pour être apprentis, eh bien, il y a eu quelques cas qui ont émergé de cette société, parce qu'un parent blanc, parce qu'une protection particulière leur ont permis de s'élever socialement et de donner des figures emblématiques qui ont pu frapper aux portes de la cour. Le Chevalier de Saint-Georges en est un exemple précisément, et il a fait l'objet de travaux biographiques auxquels d'ailleurs mon collègue a participé pour des notices spécifiques de ce dictionnaire. Voilà. Et il était important justement d'aborder cet aspect pour montrer que cette société des gens de couleur en France, en fait, elle est un microcosme qui est le reflet de la société en général. On a toute une masse de petites gens, je dirais, sans aucun mépris, et puis au-dessus, ceux qui parviennent à franchir le seuil de l'indépendance matérielle, qui deviennent boutiquiers, artisans, et puis certains qui peuvent s'élever par le métier, mais par des activités particulières. On a quelques maîtres de danse, quelques maîtres à danser, des musiciens, des timbaliers dans l'armée, et donc ces gens peuvent parfois donner naissance à des personnages plus prestigieux qui donc après sont passés au devant de la scène. Tout à fait. Et cela a donné, comme le disait Bernard Guénaud à l'instant, un peu de chair sur une ossature qui aurait été sinon assez strictement chiffrée. Alors venons-en à la partie un peu centrale, c'est-à-dire le voyage des Antilles vers la métropole. Et concrètement, comment ça se passe? Il y a l'exemple de Thomas Alexandre Dumas, qui est un peu particulier, puisque son père ne va pas venir avec lui, contrairement à beaucoup de planteurs qui apportaient en même temps les domestiques. Il va le vendre à un autre, de façon à lui permettre une entrée plus facile et, en quelque sorte, détourner la police des Noirs pour l'entrée sur la métropole. Alors, ces parcours, comment globalement vous pouvez les présenter? Oui, alors la question est effectivement très intéressante parce que elle renvoie à une multitude de manières de faire venir ces hommes, ces femmes de couleur en France.
au sens où, effectivement, la plupart sont arrivés suivant des lois, suivant des règles qui étaient de plus en plus restrictives. C'est-à-dire que le gouvernement français à la fin du XVIIIe siècle veut verrouiller les entrées d'hommes, de femmes de couleur en disant il faut d'abord sauver les colonies et donc inutile de les faire venir en France où ils vont propager un état d'esprit un peu inquiétant, se métisser, la crainte du mélange des sangs. Donc les lois sont de plus en plus restrictives et venir en France, c'est bien souvent être amené par un maître qui veut avoir derrière lui un domestique, une personne de couleur à son service. Et donc la majorité des entrées se font par ce biais. Et donc il se produit la chose suivante, on a des déclarations très officielles qui sont faites dans ce cas jusqu'à l'Amirauté de France. Mais dans bien des cas, beaucoup de maîtres négligents, parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'un temps de séjour limité pour leurs gens de couleur, ne les déclarent pas. Et donc on se trouve progressivement, on dirait aujourd'hui, dans une masse de clandestins, c'est-à-dire de gens qui sont entrés et que l'on n'a pas fait repartir parce que les maîtres, précisément, ne s'en sont pas préoccupés. Alors ça, c'est le schéma général. Et puis, il y a effectivement une multiplicité de cas particuliers. Alors, on pourra revenir effectivement tout de suite sur le cas d'Alexandre Dumas. Je pourrais citer simplement aussi l'autre cas de figure de Saint-Georges dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la mesure où il a été amené par un père blanc qui souhaitait lui donner une certaine éducation et qui l'a amené à Paris où il a pu grandir, évoluer, entrer par la suite dans l'armée, mais entre-temps fait une carrière d'escrimeur et surtout de musicien. Dans le cas d'Alexandre Dumas, c'est un petit peu plus compliqué parce que le père blanc en question n'a pas eu de très bon rapport avec son fils, qui d'ailleurs s'est fâché avec son père et qui a même renié son nom, hein, en prenant plutôt le nom ou le sobriquet de sa mère, Dumas, et de ce fait a été en rupture complète et à la Révolution a grandi, si on peut dire, de par lui-même, hein, c'est-à-dire a fait sa propre carrière. Donc on a deux cas, je dirais, radicalement opposés. Et puis on pourrait trouver d'autres cas de figure qui, dans cet ouvrage, sont développés, notamment ceux, je dirais, et on dirait aujourd'hui de la deuxième génération, puisque effectivement, ceux qui sont arrivés au début du XVIIIe siècle sont morts au moment de la Révolution, mais ont donné naissance à des enfants qui pouvaient être issus par métissage d'une union avec d'autres gens blancs de même catégorie en France. Je pense à cette dénommée Corbin, qui est une femme qui s'est présentée comme créole, ce qu'elle n'était pas exactement, puisque née en France au moment de la Révolution, et qui a chanté en 1794, au moment de la première abolition de l'esclavage, une forme antillaise, je dirais, de la Marseillaise à Paris. Alors c'est quelque chose d'intéressant parce que reconnue par sa voix, elle a été un emblème féminin de surcroît de cette société intégrée, je dirais, en France, puisqu'elle est née à Paris, qu'elle a revendiqué cette créolité qu'elle n'avait pas, mais elle est inscrite dans le paysage parisien, elle s'y est mariée, elle y a des enfants, elle y mourra d'ailleurs par la suite dans le plus strict anonymat. Ce qui veut donc dire, vous voyez, qu'on a tous les cas de figure et je dirais on a un peu en germe tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui, s'il faut faire un pont avec l'actualité, c'est-à-dire des nouveaux venants avec les difficultés que peuvent être ceux d'un tel parcours et puis ceux qui sont déjà là et qui sont dans la descendance. Et en ce sens, je pense que l'ouvrage, justement, par la diversité de ses entrées et de leurs conséquences, amène à comprendre, à interroger et à apprendre ce qu'il en est de cette situation aujourd'hui. Alors, on peut parler un peu des lieux maintenant. Sur cet ensemble de 4 à 5 000 personnes, en quelque sorte, il y a 2000, en gros, gens de couleur à Paris, dans la capitale, ce qui est quand même la première concentration de population. Alors, deux questions sur cet ensemble. D'abord, le terme de communauté, qui est un terme discuté, que je continue d'utiliser parce que, en quelque sorte, il va avoir quand même des intérêts communs. À l'époque de la Révolution, ça va se marquer notamment par le fameux syndicat des gens de couleur en France, de l'avocat de Joly. Donc, première question, en quelque sorte, autour de ce terme. Et deuxième question, c'est le rapport entre les hommes et les femmes, qui est un rapport, en particulier à Paris, qui est totalement déséquilibré, puisqu'il y a à peu près, je crois, 3/4 d'hommes pour 1/4 de femmes. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer
cet aspect pour Paris en particulier? Oui, alors il y a beaucoup à dire, effectivement, surtout que le terme communauté fait beaucoup gloser. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une communauté? Je dirais qu'effectivement, il y a une minorité visible dans un quartier spécifique et une concentration. Euh, Pierre Boulle avait une formule qui aujourd'hui interrogerait peut-être. Il disait que le perruquier va à la perruque. Alors ça voulait dire quoi? Que beaucoup de noirs domestiques étaient en particulier chargés de la tenue de ceux qu'ils servaient et donc ajustaient les perruques et étaient, on dirait aujourd'hui, coiffeurs, barbiers. Bref, il se trouve donc dans les quartiers du deuxième arrondissement actuel. Autour du deuxième arrondissement se trouvait le quartier Colomb, tout simplement. C'est-à-dire, c'est là que l'élite des planteurs, martiniquais, guadeloupéens et surtout domingois, se retrouvait. Le résultat, c'est qu'on a une concentration de ces hommes et de ces femmes dans ce quartier qui se situe entre la place des Victoires et la place Vendôme. Et là se trouve la majorité. À partir de là, on retrouve le même schéma dans les villes de Bordeaux et de Nantes, près du port de la Lune à Bordeaux, et à Nantes, il fait d'eau. Et donc, la concentration certaine de ces hommes, de ces femmes. Le rapport des sexes, effectivement, joue en faveur des hommes. On amène avant tout un personnel pour servir. Et il faut des hommes jeunes, forts, ayant des bras, qui vont servir dans les villes portuaires comme artisans, tonneliers, menuisiers, charpentiers de navires, et à Paris, en revanche, davantage dans la haute domesticité, avec une livrée qui va être l'emblème pour ceux qui en sont les propriétaires, pour pouvoir dire, si j'ai un serviteur de couleur qui est à l'entrée de mon hôtel, c'est que j'ai des biens à Saint-Domingue, que j'ai une fortune outre-mer, on pourrait dire. Et effectivement, assez peu de femmes, pas plus du tiers. Alors, les femmes, elles ont un rôle souvent spécifique. Elles sont souvent nourrices, d'abord, alors au sens de nourrice sèche, c'est-à-dire qu'elles s'occupent des enfants petits. Il y a des toiles emblématiques, celle de la famille de Choiseul, par exemple, où on voit effectivement une femme de couleur et s'occupe des enfants. On dit aujourd'hui les DA dans les Antilles. C'est déjà, en fait, la préfiguration de ce schéma. Et sinon, elles peuvent exercer des métiers tels que couturières. C'est souvent dans des métiers à façon que les retrouve particulièrement. La tranche d'âge est très jeune. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on meurt jeune. Donc, elles ont en général entre 15 et 25 ans. On a très peu d'hommes, de femmes de couleur après 40 ans, mais beaucoup, en général, sans être de couleur ou noir, ont déjà disparu. Donc, il faut se replacer aussi dans le contexte de ce temps. Bien, merci Monsieur Noël pour vos réponses. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Être noir en France au XVIIIe siècle, et c'est paru donc aux presses universitaires des Antilles. Merci à vous, à bientôt.